La ville où j'habite dans le 93 a peu de médecins, voire pas beaucoup pour 28 000 habitants. Dans notre village, par exemple, on avait 3 médecins. Aujourd'hui, on n'en a plus que 2. Et dans 3 ans, ils partent à la retraite et ils seront sûrement pas remplacés. Dans les endroits où il n'y a pas assez de médecins, vous renoncez d'aller vous faire soigner parce que vous attendez trop longtemps. Moi, en tant que pharmacienne à l'officine, j'ai souvent des personnes qui viennent me demander des avances, par exemple, médicaments sur leur traitement parce qu'ils n'ont pas eu de rendez-vous. Donc si vous voulez vivre jusqu'à 100 ans, il vaut mieux aller vous installer à Denfert-Rochereau qu'à Goussainville. Goussainville, vous tiendrez peut-être jusqu'à 70, 75. Comment en sommes-nous arrivés là? La France n'a jamais compté autant de médecins qu'aujourd'hui. Le nombre de médecins actifs a ainsi doublé en 35 ans, mais paradoxalement, certains Français ont de plus en plus de mal à en trouver. Explication. Nos modes de vie évoluent, et cela touche aussi les médecins. Ceux-ci préfèrent souvent habiter et travailler dans les centres des grandes villes plutôt qu'en périphérie ou à la campagne. Et ils ne veulent plus travailler comme leurs anciens confrères, trop souvent abonnés aux semaines de 60 heures. Alors, si je suis malade et que j'habite par exemple la Charente, ou la Meuse, ou l'Indre, ou l'Eure, ou aussi dans certains territoires périphériques de villes ou de départements, par ailleurs bien dotés en médecins, je peux rencontrer des difficultés pour trouver un médecin généraliste près de chez moi. Et pour consulter un spécialiste, je suis parfois obligé d'attendre jusqu'à 6 mois ou 1 an pour avoir un rendez-vous. Pourtant, en payant des cotisations sociales, je participe comme tout le monde au financement du système de santé. Alors pourquoi n'aurais-je pas les mêmes droits? Très bonne question. Quelle solution à ce problème? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, encourager l'installation des médecins dans les zones où ils ne sont pas assez nombreux, avec des incitations financières et des aides matérielles. Il en existe déjà de la part de la sécurité sociale, de l'État ou des collectivités locales. Ne pas permettre aux médecins de s'installer dans des zones où ils sont déjà nombreux. De telles règles pour réguler l'installation existent déjà pour les infirmières libérales ou les pharmaciens, mais pas pour les médecins. On pourrait également organiser la réalisation de certains soins par d'autres professionnels de santé, par exemple en permettant aux infirmières ou aux pharmaciens de vacciner. Enfin, consulter des médecins via Internet grâce à la télémédecine. Différentes pistes existent et doivent donc être mises en œuvre de façon complémentaire pour répondre efficacement à cet enjeu qui nous concerne tous. L'installation des médecins nécessitait d'arriver à un juste équilibre entre mesures d'accompagnement, d'incitation et de régulation. Le CIS a réuni des parties prenantes sur cette question. On a une incitation financière, mais qui se fait au profit au fond de médecins qui, quand ils arrivent dans une zone sous-dense, évidemment, n'ont aucun problème de revenus. La Cour des comptes, dans un rapport, a indiqué que cela avait coûté très cher pour un niveau de nouvelle installation assez faible. Et la somme qui a été dépensée est allée essentiellement à des médecins déjà en place et non pas à des nouvelles installations. À la veille de renégocier avec les médecins, évidemment, on va revisiter ces incitations. Il faut inciter les jeunes à aller vers ces territoires où certains vont d'ailleurs, quand ils remplacent, y trouver beaucoup de plaisir. Si vous voulez que des jeunes professionnels fassent la médecine générale, il faut qu'ils la connaissent le plus tôt possible dans leur cursus universitaire. J'ai entendu parler de la médecine générale pour la première fois dans mes études en 6e année. C'est trop tard, puisqu'en 6e année, on a déjà choisi. Et des régions comme l'Auvergne, qui n'est pas près de la mer et pas une région très ensoleillée, est une des régions qui a le plus fort taux d'installation de jeunes médecins généralistes, y compris en zone rurale. Mais parce qu'on a mis en place des stages et les jeunes ont découvert une qualité de relation entre les patients et les professionnels qu'ils n'ont pas en ville, indiscutablement. Vers une régulation de l'installation des médecins sur le modèle des infirmières. Depuis septembre 2008, des dispositifs visent à mieux réguler nos installations et inciter celles-ci dans des zones déficitaires. Donc il y a eu des mises en place de zonage. Le résultat de ces dispositifs est que le nombre d'installations est passé de 2010 à 2014 de 262 à 441 en zone très sous-dotée et de 1771 à 985 en zone surdotée. Ce type de dispositif nous semble aujourd'hui indispensable à maintenir, même si leur effet peut s'estomper avec le temps. Exemple de régulation de l'installation des médecins dans les systèmes étrangers.
Alors d'abord l'Allemagne, juste pour dire que c'est un système qui est fondé sur l'assurance sociale comme le nôtre. Ils ont mis en place en 2012 une réforme qui a cherché à revisiter leur modèle de régulation au conventionnement. Ce modèle a été assez efficace dans les zones où il y avait une offre abondante. Ça a limité la suroffre d'une certaine façon, mais ça n'a pas résolu le problème des zones où il n'y a pas de médecins. Chacun regarde un petit peu chez les voisins. Nous, on va en parler, mais il y a une quinzaine d'années, on a beaucoup étudié le système anglais, on a étudié le système allemand, le canadien. Il y a plutôt trouvé des solutions aux États-Unis et en Allemagne plutôt qu'en Angleterre. Sauf peut-être si on mettait les choses au clair, c'est-à-dire que l'étudiant qui rentre en première année de médecine, peut-être faut-il qu'il connaisse les règles en fonction peut-être ou de classement ou d'origine régionale ou autre, de dire vous êtes en première année de médecine, eh bien vous n'aurez pas la possibilité d'aller n'importe où à la sortie de vos études. Autre réponse, les maisons de santé pluridisciplinaires. Le fait d'être dans les mêmes locaux stimule le travail en équipe et stimule l'installation des jeunes professionnels. Dans nos campagnes, les élus ont pris en charge le problème. Ils ont créé des maisons de santé, mais en collaboration avec les professionnels de santé. Et aujourd'hui, l'installation sur le Rouennais a lieu dans les MSP en rural parce qu'elles ont été portées et par des collectivités et par des professionnels de santé. Ça a été gagnant. Une des premières obligations que nous avons, c'est que nous devons être maîtres de stage. Si on n'accueille pas les internes correctement, comment voulez-vous assurer le renouvellement des installations des médecins ? Autre réponse, la délégation d'actes. Dans mon service, j'ai des infirmières praticiennes. Elles font tout l'interrogatoire du malade, tout l'examen clinique. Quand j'arrive, je vois la personne, le malade, qui a déjà beaucoup mûri sa maladie et on a une discussion beaucoup plus forte dans la consultation. Et puis en alternance, on revoit infirmières ou médecins, les malades. Elles peuvent represcrire des médicaments, elles peuvent faire un certain nombre de gestes qu'elles n'ont pas le droit de faire autrement. Ça marche merveilleusement bien puisque l'IRDES nous avait évalué en regardant s'il y avait plus de risques, plus de complications quand on transférait les tâches à des infirmiers. Non, identique. Deuxièmement, on rend du temps médecin, 15 à 20% de temps médecin. Et troisièmement, les malades sont vraiment très contents de ce duo professionnel médecin-infirmier. Donc allons-y. Autre réponse, la télémédecine. Exemple dans l'apnée du sommeil. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est la Finlande, où parfois certains patients, pour avoir un diagnostic d'apnée du sommeil ou un suivi d'apnée du sommeil, sont amenés à faire quasiment 12 heures de route sur une journée. En qualifiant les visites des patients grâce au télésuivi, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient réduire la quantité de visites de suivi de l'ordre de 70%. Et remplacer cette visite de suivi par un contact infirmier, avec bien sûr un programme d'accompagnement infirmier, mais fait par téléphone. Là où le patient arrivait quelques mois plus tard pour avoir un accompagnement avec son médecin, il a un contact infirmier précoce. Au final, sur l'exemple finlandais que je décris, nous avons 25% d'augmentation de l'accès au diagnostic et nous avons une réduction de moitié d'abandon du traitement. Autre réponse, les consultations de télémédecine. Ça fait 10 ans que je fais des téléconsultations avec des malades à distance, à 300, 400, 500 km. Ça leur évite de venir à la capitale. En quelques minutes, on règle leurs problèmes avec le généraliste et ça se passe très bien. Demain, vous payez la consultation de télémédecine, mais ça y est, tout le monde va y aller. Conclusion. On ne vaincra pas cette histoire d'accès aux soins sans être tous ensemble et sans être logique et sans abandonner chacun parfois ses propres prérequis. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas d'ailleurs un pays qui donne l'exemple, il y a des solutions, des acteurs. Mais en même temps, vous sentez bien dans l'opinion qu'à force de ne pas utiliser les autres outils, de l'incitation ou de la désincitation ou de les combiner ensemble, l'opinion, elle va réclamer un État qui organise. Parce qu'au fond, c'est nous qui payons avec nos cotisations sociales sur nos bulletins de paye. Et à un moment donné, ça pose une question démocratique puissante. C'est comment ça se fait qu'on paye pour des services qu'on n'obtient pas. Les déserts médicaux sont une vraie réalité. Il existe de nombreuses pistes pour y remédier. Agir sur le conventionnement des médecins en prévoyant un conventionnement sélectif, ça veut dire exclure le conventionnement des médecins qui choisiraient de s'installer dans les zones où ils sont déjà trop nombreux. La réponse, ça peut être effectivement un meilleur maillage
du territoire par des médecins, mais ça peut être aussi des équipes de soignants, pas seulement des médecins, mais articulant différents professionnels de santé et répartis dans l'ensemble du territoire en fonction des besoins de la population. Ça implique aussi le partage des rémunérations. Et le mode actuel de rémunération de la médecine n'est absolument pas adapté à une prise en charge qui est plus coordonnée, mieux articulée entre différents intervenants, par exemple en Angleterre, où les cabinets de groupe, qui associent là pour le coup plusieurs médecins, mais aussi des infirmières, des secrétaires médicales, des conseillers d'éducation thérapeutique, des kinés, etc., au sein d'une même structure, sont payés en fonction, sont rémunérés en fonction d'indicateurs de santé publique, de qualité des soins. Notre seul sujet, c'est de dresser les constats et de proposer des solutions pour que les soins de ville soient avant tout organisés en fonction des besoins des usagers et ne creusent pas les inégalités territoriales et sociales de santé. En attendant, si vous avez des difficultés pour trouver un médecin, vous, usagers, vous pouvez agir. Tout d'abord, pensez toujours à demander à un médecin qui n'aurait pas la disponibilité pour vous recevoir de vous orienter vers un de ses confrères. Adressez-vous aussi aux hôpitaux. Certains services proposent des consultations de spécialistes hors hospitalisation. Enfin, si vous avez un problème de santé spécifique, pensez aussi à solliciter les associations de vos régions intervenant sur le problème de santé que vous rencontrez. Elles peuvent avoir identifié les ressources médicales locales vers lesquelles vous orienter. Vous pouvez aussi vous adresser au conciliateur de votre caisse primaire d'assurance maladie pour lui signaler votre problème d'accès aux soins. Il doit œuvrer à trouver une solution à vos difficultés.